Bien, alors je me lance dans la suite du compensateur actif et la partie simulation PSIM, mise au point. Alors je mettrai le modèle PSIM en téléchargement dans la description de la vidéo, hein, pour ceux qui veulent faire mumuse avec. L'objectif, il est là. Hein. Alors avant qu'on m'allume sur des commentaires, hein, je sais très bien que la simulation, c'est pas la vraie vie, hein, ça reste un pas vers la réalisation d'un produit. Voilà, c'est pas parce que ça marche en simulation que ça marchera dans la vraie vie. Et il y a beaucoup de différences entre la simulation et la vraie vie, c'est clair, et ça dépend du logiciel qu'on a, ça dépend de tout ce qu'on a paramétré, un tas de choses. Ici, c'est juste pour dire, ça peut marcher, voilà, ce qu'on a dit, ça peut le faire. Hein, ça n'a pas de grandes prétentions, mais ça permet quand même de voir un petit peu les limites de la bestiole, et puis, pourquoi pas, un petit peu comment on peut faire pour l'améliorer. Alors, on était resté sur cette idée de la charge non linéaire avec la structure de puissance. Bon, je ne vais pas revenir dessus, il y a les autres vidéos qui en parlent. Et il y avait la structure de commande. Donc on prend tout ça et on fait un schéma PSIM, alors qui peut faire un petit peu peur au premier abord. Donc j'utilise le logiciel PSIM en version 10. Version 11, je l'utilise pas parce qu'elle me met des limitations. Peut-être que je sais mal m'en servir aussi, hein, je sais pas. Mais voilà, je suis resté sur la version 10 qui me permet de travailler correctement. Au final, peut-être qu'il faudrait que je passe sur Scilab pour pas être, voilà, c'est une version de démonstration, donc il y a quelques limitations. Enfin bon, je mettrai dans la description de la vidéo ce modèle PSIM là, qui est ce schéma qui sera donc téléchargeable avec la version 10. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver là-dedans? Notre charge polluante ici. Donc tout simplement obtenue avec un PD2, avec un condensateur et une résistance en charge. Donc tout ça étant calculé pour me faire quand même quelque chose d'assez important. Voilà. Qu'est-ce qu'on va trouver d'autre? Notre pont en H ici, donc notre double hacheur élévateur, avec les structures inversées sur les IGBT. Donc les 4 IGBT, ils sont pas exactement ils sont dans cet ordre-là. Voilà. La partie mesure derrière, une résistance ici d'une valeur assez élevée, bon voilà. La partie boucle de tension, ici, donc on récupère la tension, on envoie ça, et la partie boucle de courant. Donc je repasse un peu plus précisément chacun des éléments. Donc la charge, comme je l'ai dit, j'ai mis 470 microfarads, 1 nanofarad en inductance. Alors j'ai pas encore joué avec. L'idée c'est de pouvoir déformer un petit peu la pollution avec une inductance ici. On peut bien sûr jouer sur la kappa, jouer sur la résistance, mais ça me donnait 3 éléments pour essayer d'obtenir. Bon, les quelques essais que j'ai faits n'ont pas été concluants. Donc pour l'instant j'ai mis 1 nanofarad, c'est 1 nano-Henry ici bien sûr pour l'inductance. Et puis une résistance de 150 ohms en charge, voilà. Donc ça, c'est ma charge polluante. Pour ce qui est du pont en H, alors, il n'y a pas énormément de choses à voir. Alors, si, la difficulté, ça va être le choix de la valeur de L, donc qui va jouer sur la dynamique du courant, donc notre capacité à aller chercher loin les harmoniques, en fait. Voilà, il faut pouvoir suivre le courant, et il va donc falloir que le courant qui évolue dans cette inductance puisse suivre. Donc, c'est toujours pareil, quand on veut aller vite, soit on a des gros bras, soit on est léger. C'est ce que nous dit la relation D de I de T sur dt, donc la dérivée de I de T, donc la croissance du courant I de T, c'est la tension en borne de l'inductance divisée par l'inductance. Donc, soit je mets une petite inductance, soit je mets des grosses tensions. Donc en phase de montée de courant, on a vu, c'est la tension réseau qui fait monter la tension. Et en phase de descente de courant, c'est la tension réseau moins la tension UC qui fait descendre le courant. Ou la tension UC moins la tension réseau si on veut avoir un signe négatif. Voilà. Du coup, ça veut dire quand même que pour garder à peu près la même dynamique en montée et en descente, peut-être avoir 2 fois le maximum de la tension réseau sur UC. Et puis, sinon, on va être embêté lorsque la tension réseau passera à peu près par son maximum, parce qu'on n'aura pas beaucoup de dynamique tension. Le deuxième élément à prendre en compte, c'est que dans L1, j'ai de l'énergie qui est stockée, et en fait, L1, il fait est entre le réseau et la kappa.
Donc c'est dans les phases de montée et descente de courant que l'énergie fait des allers-retours. Hein. Quand on fait de la compensation harmonique, en fait, on travaille à puissance moyenne nulle, mais il y a des allers-retours d'énergie entre le réseau et la capa, et elle est entre les deux, donc elle sert effectivement aussi de stockage d'énergie. Donc quelque part, elle joue dans la puissance apparente maximum qu'on va pouvoir compenser. Donc il faut quand même une certaine valeur, mais pas trop grosse. Et puis il faut rester dans des valeurs technologiques viables. Hein. Si on a 20-30 ampères et puis qu'on met 1 Henri en inductance, oui, alors je sais pas, si on va chercher un camion ou une brouette pour la porter, mais voilà, il faut rester dans des valeurs effectivement raisonnables. La capacité, il faut aussi qu'elle soit suffisamment grosse pour ne pas avoir trop sa tension qui varie lors de ces échanges d'énergie. Alors normalement, moi je donne que des petites idées pour la dimensionner. Hein. Normalement, tout ça, ça demande des calculs, hein, de voir quand on veut compenser un harmonique de rang n, quelle est l'influence de cette harmonique de rang n dans ces échanges d'énergie, et puis comment ça fait varier la tension, et qu'est-ce que je m'impose comme variation maximum de tension, etc., etc. Et ça me fait le choix de la capa. Hein. Mais comme ici, on va utiliser l'outil de simulation pour tâtonner et trouver des valeurs qui vont bien, il vaut mieux savoir dans quel sens ça bouge. Hein. Quand j'augmente la valeur, qu'est-ce que ça me permet? Quand je baisse la valeur, qu'est-ce que ça me permet? Et puis ensuite, essayer de rester sur des valeurs qui ont technologiquement du sens. Voilà, c'est ça le principe. Alors moi, j'ai mis une inductance de 8 millihenries. Dans le sujet que j'avais, dans l'article que j'avais, il y avait 12. Voilà, donc ça m'a fait gagner un petit peu en dynamique peut-être. Je suis un petit peu moins peut-être bon sur la puissance apparente qu'on peut compenser. Donc voilà, ça reste des choix. La tension UC, donc j'ai pris 600 volts parce qu'on est à 311 volts crête sur le réseau. Donc j'aurais pu mettre 650. J'ai mis 600, ce qui est déjà beaucoup parce qu'il faut que les IGBT y tiennent au moins, faut qu'ils tiennent 2 fois cette tension, donc il faut des IGBT 1200 volts. Et puis la tension de la capa, faut quand même bien la maîtriser. Bon, voilà. Et pour C, j'ai pris quand même une grosse capa, j'ai pris 1 millifarad. Alors 1 millifarad, 600 volts, ça commence à faire de la grosse capa. C'est jouable, hein. La valeur qui était proposée, c'était de mémoire 940, donc par 4 capas, je crois, qui étaient installés sur des montages série parallèles. Alors, la commande de K3, on l'obtient tout simplement en récupérant le réseau, en récupérant le signe, hein, comme on l'avait dit, et en envoyant la commande de K3, et l'autre interrupteur est complémentaire, comme on l'avait vu. Ça, c'est pas réellement un souci. On récupère le signe qu'on va envoyer sur la boucle de tension. Donc, la boucle de tension, on récupère la tension IC ici. On va mettre un filtre passe-bas, là, le bloc, il a été inversé droite-gauche, donc attention, c'est un filtre passe-bas. Que j'ai mis à 10 Hz voilà, parce que ce qui est important, c'est de maîtriser la tension, mais il faut surtout pas essayer d'être rapide dans cette maîtrise de tension. C'est la valeur moyenne. Et donc sur les 20 millisecondes, il faut vérifier après qu'elle ne sort pas trop des clous. Mais voilà, donc là c'est la consigne ici de la tension de bus, donc que j'ai fixée à 600 volts. Donc le filtre passe bas à 10 Hz, et il reste la constante donc de réglage du gain proportionnel, tout simplement. Il n'y a pas besoin de gain de partie intégrale puisque le comportement en boucle ouverte est intégrateur. Donc du coup, un simple gain proportionnel me fera une bonne régule. Alors déjà ça, il faut la mettre au point, cette boucle. Alors on fait quelques tâtonnements. La valeur qui était proposée dans le sujet, c'était 0,12. Avec calcul, hein, à chaque fois, bien sûr, pour justifier un peu ces valeurs. Moi, j'ai mis un peu toutes les valeurs en tâtonnant, hein. Voilà, je sais pas quoi dire de plus. Là, il n'y a pas grand-chose. Donc, un petit essai pour vérifier que notre tension, elle est bien stabilisée dans le cas que j'ai mis. Donc, on voit la tension ici en rouge, qui est bien autour des 600 volts. Et la tension UC mesurée, je suis en train de regarder, qui est un poil en dessous des 600 volts, mais enfin, qui est à 580 18, voire 19 et quelques, hein, voilà. Bon, il y a peut-être une petite erreur qui subsiste. Il faudrait voir s'il y a une ondulation très basse fréquence autour de ça. Là, on est sur 20 millisecondes. Voilà. Alors, la boucle de courant, il va falloir qu'on récupère le courant de la charge et qu'on en sorte la partie harmonique. C'est la partie la plus délicate, je trouve, hein, et qui fait la puissance du filtre.
Alors cette boucle de courant, non, je suis passé dans un premier temps, pardon, à... Alors je vais rester sur la boucle de courant. Je reviendrai tout à l'heure sur la fréquence de découpage. Donc j'ai mis un filtre réjecteur de bande à 50 Hz avec une largeur de bande, je sais plus, de 10 ou 20 Hz. Et un filtre donc passe-bas à 1000 Hz. Donc avec ça, j'extrais le 50 Hz de mon courant et je prends en gros la partie 150 Hz, 1000 Hz, qui est la bande passante des harmoniques que je voudrais attraper. C'est ça. Alors le problème ici, c'est que si on fait pas trop attention sur les filtres, eh ben en fait, on va aussi déphaser les harmoniques, enfin en particulier ceux qui sont proches de notre travail. Ici, en faisant avec une structure comme ça, ben on a théoriquement pas de déphasage sur les harmoniques. Les déphasages, on va les avoir sur au-delà de 1000 Hz, etc. Mais c'est toujours un petit peu délicat. Le 150 Hz, il peut se retrouver un petit peu déphasé et donc du coup pas correctement compensé. D'après ce que j'ai lu, il y a des composants aujourd'hui qui vont nous sortir du signal tous les harmoniques, leur phase, etc. Et en fait, les compensateurs actifs, on peut les régler harmonique par harmonique. On peut dire celui-là, je veux en taper 90%, celui-là, je veux taper que 50%, etc. Et donc du coup, on gère sa puissance. Comment on répartit sa puissance apparente sur chacun des harmoniques compensées? Ouais, et forcément, maintenant, il y a des choses qui sont super bien faites et la technologie, encore une fois, comme je disais, elle est assez éprouvée maintenant, hein. On va mettre des limitations donc dans la boucle ici, donc on récupère notre courant. Ici, on a le courant harmonique, on lui met un signe moins pour que ce soit le courant anti-harmonique. On récupère notre consigne de courant pour stabiliser la tension bus. On ajoute le courant anti-harmonique à tout ça et ça fait notre consigne courant. Notre consigne courant, on lui met des limitations donc à plus 20 ampères, moins 20 ampères, hein, qui va être la limite des IGBT quelque part. Voilà. Et puis, on va mettre notre correcteur PI. Donc, c'est lui qu'il faut s'amuser un petit peu à régler. Alors, le correcteur PI, il faut faire des études de marge de phase, il faut faire des études de tout ce qu'on peut faire. Alors là, c'est pas évident dans ce cadre-là, mais bon, il faut faire des études en boucle ouverte, etc., voir un petit peu ce que ça peut donner. Les outils de simulation, ils sont là pour ça. Bon, moi, je fais un réglage en sauvage, hein, c'est-à-dire que je commence par la partie proportionnelle, je l'augmente, je commence à regarder jusqu'à ce pour augmenter la rapidité, puis jusqu'à ce que ça devienne un peu instable, et puis après, je fais marche arrière, et puis après, je mets mon correcteur intégral que j'augmente progressivement. Ça m'assure un réglage grossier, qui est pas si mal en fait, mais voilà, je l'ai fait comme ça, je l'ai fait à tâtons, hein, ce réglage. Et je termine par la fréquence de découpage ici. Donc, cette fréquence de découpage, elle est quand même assez liée aux harmoniques les plus grands qu'on va essayer de modifier, forcément, hein, si on veut. Ça, c'est ce qui nous fait travailler notre tension, hein, notre courant, pardon, pour le faire monter ou descendre. Donc, ça joue aussi sur la bande passante en harmonique qu'on veut aller chercher. Là, j'ai mis 5 kHz, donc la limitation, c'est la rapidité des IGBT, c'est la rapidité de mon comparateur qui est derrière. Forcément, si on a un système numérique, on a une sortie MLI directe, hein, donc voilà, on aura donc uniquement la limitation des IGBT. J'ai vu je pense qu'on peut travailler maintenant autour des 20 kHz, donc c'est pareil, hein, plus on va monter en puissance, plus on va être un peu limité en fréquence. Bon, là j'ai mis 5 kHz, j'ai essayé à 10 kHz, mais je suis pas très sûr que ce composant-là de PSIM, il soit capable de suivre. 5 kHz, ça allait d'être ce que PSIM sait faire. Et puis après, voilà, on regarde un petit peu. Donc, on voit quand même qu'on arrive à faire à peu près des choses correctement. Donc, on a juste le problème, on s'en doute, hein. Là, on est à 0 millisecondes. Enfin, on est à 1 seconde. Ici, 1 seconde plus 10 millisecondes pour se décaler de la mise sous tension du système. Et donc, on voit que les soucis, c'est normal, hein, se font autour du passage par zéro, parce que par zéro, de tension, on n'a pas beaucoup de tension pour faire monter le courant. Donc, ça marche pas très bien. Et puis, il y a l'inversion des deux ponts, donc on voit qu'autour de 0 de tension, on est un poil embêté. Voilà. Mais en dehors de ça, le système a l'air de bien suivre le courant, sauf que là, on a des montées quand même assez rapides et on est un petit peu en retard. On voit bien, mais ça, c'est assez logique. Donc, comment améliorer ça? Il faut suivre un peu plus vite. Alors, il faudrait baisser la valeur de l'inductance, sans doute, augmenter la valeur de la tension UC, peut-être, ce genre de choses-là.
Là, j'ai pas de... Voilà, il faut tâtonner un petit peu là-dessus. Donc, on n'est pas si mal. Voilà, je me suis arrêté là dans une première partie pour cette vidéo et essayer de vous montrer un petit peu le modèle. Comme je vous dis, le modèle, je le mets à disposition. Et puis là, la prochaine vidéo, ça va être de voir... alors, les deux choses intéressantes à regarder, c'est le courant anti-harmonique, ce qu'il est idéalement et ce qu'il est une fois qu'il a été filtré. Comme faut les comparer, parce que là, on voit qu'on arrive à suivre le courant. Et ensuite, quel courant absorbé on obtient et sa décomposition harmonique. Alors, j'ai été un peu surpris par les résultats, mais j'essaye actuellement de consolider un petit peu tout ça. Donc, prochaine vidéo, voilà. Et puis ensuite, donc la partie simulation, elle est faite, la partie résultat, ça va suivre. Maintenant que j'ai quelque chose qui arrive à suivre un courant voulu, mon onduleur solaire, il va pouvoir suivre. Et pareil, j'ai le redressement à absorption sinus qui est presque fait. Alors c'est beaucoup plus simple, hein, mais il y a juste la génération de la consigne sinus qui est le petit truc un petit peu intéressant. Autrement, c'est plus simple que ce qu'on vient de faire là. Voilà, donc les petits trucs à suivre. On n'est plus vraiment dans le solaire là, on est plutôt dans l'électronique de puissance. C'est un petit peu mon dada.